ce nouvel épisode de Série-Land, je vous propose la suite de notre grand entretien avec l'écrivain et scénariste Jean-Christophe Granger. L'occasion d'évoquer la saison 3 de la série Les Rivières pourpres qui vient de débuter sur France 2 et son travail d'auteur plus généralement. Série-Land, épisode 55. Jean-Christophe Granger, nous nous sommes quittés hier en évoquant votre travail d'écriture notamment, mais il y a une dimension extrêmement intéressante aussi dans votre œuvre que j'aimerais aborder. Il s'agit des thèmes en fait qui sous-tendent les affaires criminelles que vous inventez et donc ce regard sur la société que vous portez. Exemple dans cet épisode intitulé XXY et qui se déroule dans une communauté néo-païenne. Ça, c'est fait avec leur peau. Ouais, c'est une idée de Karl. Pour pas oublier qu'on est des animaux. Comme ou femmes, on est fait de la même chair, du même sang. Les coutures, c'est du fil ciré. Sûrement. Faudrait demander à Karl, je m'occupe pas de ça, moi c'est pas mon rayon. Ça c'est du folklore. Ça ramène juste un tas de bobos qui pensent qu'à se prendre en selfie et à mettre ça sur les réseaux sociaux. Rien à voir avec le paganisme. Des hommes du monde moderne. Exactement. Et de la société de consommation. Tous ces écolos qui veulent garder leur petit confort. Nous on n'en veut plus de la société de consommation. Nous, ce qu'on veut, c'est retourner à la tribu. Je vois, ouais. Et les victimes, elles étaient clairement du côté des bobos, non? Ouais. On aurait pu les tuer pour ça? On meurt tous un jour, non? Alors là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a toujours une petite référence à l'actualité, ou en tout cas, à cette société dans laquelle on vit. Est-ce que vous tenez à cette mise en contexte ? C'est important pour vous qu'on soit ancré aussi dans une forme de réalité sociétale ? Alors, je vais vous dire, c'est très important qu'on soit ancré dans une réalité, par exemple là, contemporaine, où chacun retrouve des choses qu'il connaît, mais pas au sens où vous pourriez l'entendre, au sens où Bon, déjà, là, c'est pas moi qui ai écrit le scénario, c'est vrai. mais bon, on peut dire la même chose sur mes livres, par exemple, et je cherche pas du tout ni à décrire, ni à dénoncer quoi que ce soit. Moi, vous savez, je suis un ancien journaliste, donc si vous voulez, c'est pour ça que je vous pose la je question. voudrais faire un livre J'allais y sur tel venir. ou tel Ouais. sujet de société, j'écrirais un livre journalistique, j'écrirais pas une fiction. Par contre, je trouve très important, parce que j'écris des histoires assez abracadabrantes, assez rocambolesques, de les insérer, de les inscrire dans une réalité qu'on connaît bien et qui fait que ça donne un grain réaliste. Moi, je suis vraiment pour le réalisme, sinon je trouve qu'on raconte des contes, et à ce moment-là, on y croit beaucoup moins. Donc, par souci de réalisme, je vais toujours insérer mes histoires dans un fond social ou réel très fort. Mais si vous voulez, c'était la grande différence quand j'ai déboulé dans le paysage il y a 20 ans. À l'époque, ce qu'on appelait le néopolar utilisait un peu l'histoire, l'intrigue pour parler d'un sujet de société. Moi, c'est complètement le contraire. J'utilise le sujet de société pour soutenir mon histoire. Ce qui est important pour moi, c'est l'histoire, c'est le destin des personnages. Sinon, encore une fois, si vous voulez parler d'un problème, faites un livre Faites un document. reportage, Et c'est puis ça. Voilà. Mais alors, si je ne me trompe pas, les premiers romans que vous écrivez sont très inspirés de vos reportages que vous avez Oui. faits, alors notamment pour Paris Match. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui où vous vous êtes sédentarisé et il n'y a plus Ah de. bah non, il y a plus justement, c'est le d'influence. problème. Ma besace est vide. Ma Vous avez pauvre besoin de besace est vide. repartir, c'est ça? Alors maintenant, je trouve mes idées différemment, mais en effet, alors là, pour le coup, je fais des petits reportages pour mon roman. Je suis mon Vous vous propre, documentez beaucoup, vous travaillez journaliste, oui. énormément. Ouais. Toujours, parce que si vous voulez, je pense que une des clés du suspense, du côté haletant de mes livres, c'est qu'on y croit, quoi. Bien Le sûr. temps du livre, on croit à ce qu'on lit. Tout d'un coup, il y a un détail. Ah bah ça, c'est un quartier que je connais, ou ça, c'est un événement, oui, qui s'est passé à ce moment-là. C'est très très important. Sinon, vous faites un truc qui est détaché du réel, et vous prenez beaucoup moins le lecteur par les cheveux, là, comme j'essaye de faire moi. Alors, vous écrivez longuement, vous documentez beaucoup. L'écriture du récit ressemble quand même à un sacerdoce chez vous. Vous avez des rituels assez précis, vous en parlez souvent dans les interviews, Oh là vous là, levez oui. très tôt le matin, etc. Vous écrivez toujours sur votre vieux bureau qui est en cuir, c'est ça? Oui, malheureusement, vous savez, ça c'est sympathique, mais les gens ont une image du romancier assez romantique. Oui, alors que c'est vraiment un travail répétitif. Il n'y a rien de moins palpitant Ouais. que la vie de l'écrivain. C'est quasiment quelqu'un qui reste en pyjama toute l'année, hein. Mais, vous pouvez vous habiller en écrivant. On peut s'habiller, mais c'est vraiment parce qu'on a décidé de s'habiller. La position normale de l'écrivain, c'est d'être en pyjama. Mais je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui, avant de se mettre justement à leur bureau pour écrire,
ont Oui. ce rituel-là de s'habiller, Oui, 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 comme s'ils oui, allaient au oui. bureau en fait, pour Oui, marquer oui, une oui, oui. rupture avec Mais alors moi, le c'est quotidien. particulier parce que comme je commence à écrire À 2 heures très, du très, matin, très oui. tôt, Oui. bon, le pli est pris, si vous voulez, j'ai commencé en pyjama. Donc après, bon, aujourd'hui, je suis sorti là un petit peu, bon. Vous êtes habillé, Oui, oui, je me suis il faut que je le habillé. dise, vous n'êtes pas en Oui. pyjama devant moi. Je sais, je sais que la musique a une très grande importance dans votre vie, que Oui. vous travaillez d'ailleurs en musique, Mm. et je vous ai imaginé écrire avec cette musique. La flûte enchantée de Mozart, œuvre ésotérique que j'adore, mais qui pourrait être finalement la bande originale de la série Les Rivières pourpres. En tout cas, moi, j'écris énormément en écoutant de la musique classique et je l'ai souvent dit, il n'y a pas de lien entre ce que j'écoute et le genre de scène que j'écris, si vous voulez. Sinon, je passerais ma vie à écouter de la musique Mais vous êtes sûr inquiétante de ou quoi. ça? Est-ce que ça vous influence pas indirectement? Écoutez, Ne serait-ce que dans le rythme de oui, 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 oui. Non, l'écriture, non, mais par si, 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 exemple. bien sûr, bien sûr. Par exemple, actuellement, alors par hasard, j'écris un livre qui n'a rien à voir. C'est mon premier livre de non-fiction. J'écris un livre sur le Japon, sur Tokyo. Et là, par exemple, j'ai tendance à écouter quand même de la musique japonaise. J'aime beaucoup la musique classique japonaise que personne ne connaît, mais que moi je connais bien. Là, j'avoue quand même, je choisis un espèce de tapis sonore qui me porte. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut bien, bien, bien comprendre, c'est qu'une fois que vous avez eu vos idées, ça c'est assez mystérieux, et c'est un peu comme une transe chamanique. Bon, bah, ça, c'est quelques heures dans votre vie. Après, vous avez des mois et des mois d'écriture où là, c'est plutôt de l'artisanat, vous êtes sur l'ouvrage et à ce moment-là, bon, bah, faut que vous imaginiez, par exemple, un ébéniste, hein, qui ponce ces planches-là et bah, il va se mettre, France Culture ou Radio Nostalgie. Mais c'est un peu ça. J'écoute de la musique, si vous voulez, qui est une sorte de petit plaisir comme ça dans Ouais. un coin de ma tête, mais qui m'aide un petit peu à travailler, quoi. Mais vous écoutez de la musique, vous écoutez pas la radio, par exemple. Ça vous viendrait pas à l'idée Ça, d'écouter je ne devrais pas le dire, je suis allergique à la radio. qu'est-ce qui est les Les voix? voix des gens, ça m'angoisse d'entendre des voix de gens qu'on voit pas. Ah, c'est parce que vous ne les voyez pas. Ah bah, je trouve ça super angoissant d'entendre des gens qui parlent et puis Vous savez pas d'où ils viennent, en comme des fait. fantômes. C'est vrai. Mais c'est vrai, vous avez peut-être raison, mais c'est aussi ça qui fait la magie de la Ah mais radio. écoutez, vous savez quand j'étais journaliste, donc on a fait beaucoup de reportages avec mon ami, Pierre Perrin et alors évidemment on a sillonné les routes en long, en large, en travers. Bon lui, il aimait bien écouter la radio et je m'en souviens encore d'entendre ces voix, ces interviews, vous savez, à 2 heures du matin dans une voiture toute noire. Oh, angoissant, Angoissant. angoissant. Alors là, je rêve. L'angoisse Alors, de Jean-Christophe Granger, angoissant, c'est d'écouter la angoissant radio. et alors j'ai presque une, c'est pas une phobie, mais disons, comme je plaisante pas avec la musique, je déteste qu'on m'impose Ah, c'est une ça, en une fait. liste Ouais. de morceaux. Vous voyez, même, quand j'entre dans un taxi, s'il y a la radio, je demande tout de suite qu'on l'éteigne parce que, je veux, être celui qui décide de sa musique. Ça me dérange, si vous voulez. J'ai pas du tout l'esprit ouvert de dire: «Tiens, voilà cette émission, de temps en temps, ils mettent, une musique. Je vais découvrir, par Voyons ce exemple. qu'ils me Ouais. proposent». Pas du tout. Vous n'avez pas du tout envie. Pas du tout, j'ai pas du tout cet Dictatorial esprit. même dans le choix, Dictatorial même dans le choix de la des musique. musiques. Alors, je disais que la musique avait une importance dans votre vie parce que vous êtes aussi pianiste. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez du morceau que vous avez joué la dernière fois que vous vous êtes mis devant votre piano, là, par exemple? C'était quel Alors morceau? attendez, il faut déjà resituer, je suis pianiste à la retraite. Ça veut dire quoi, pianiste Ça à veut la dire retraite? que plus vous vieillissez, plus vous vous concentrez sur ce que vous savez bien faire. Moi, c'est écrire. Donc, je passe ma vie à écrire. Je n'ai même plus ces petits interludes que j'avais avant où je me mettais au piano et puis je jouais quelques morceaux, ça me détendait. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est moi le professeur de piano de mes enfants. Et le piano à la maison, ça veut plutôt dire gueulante. Tous les soirs, il faut s'y mettre. Je les attrape par les cheveux et je les traîne jusqu'au piano. C'est ça le piano plutôt Mais à la vous m'avez maison. dit que vous étiez un papa poule. Un Ça papa marche plus. poule, mais Mais pas le le piano. piano, Ouais. étant pianiste moi-même, je sais qu'il n'y a qu'une seule façon d'avancer, c'est travailler tous les soirs. Et quand vous allez chercher ces affreux là dans leur chambre à 19h, je peux vous dire qu'ils vous reçoivent. Mais, Ah non! Ah non, papa! mais parce qu'on ne veut pas apprendre avec les parents. Vous le savez, ça. C'est Alors, mieux avec une tierce personne. Je hurlais tellement avec mes premiers qu'il a été, au bout d'un moment, c'était quasiment bon, il fallait appeler de l'aide. Et
au moment où on a décidé de prendre un prof extérieur, bizarrement, mes enfants ont dit: «Non, on préfère faire avec papa». Ah, c'est vrai? Bien que ça soit dans le sang, hein, vraiment, parce que je n'ai aucune patience. La moindre fausse note, Alors, j'adore quand vous utilisez le mot «sang» parce que évidemment, vous imaginez bien qu'il y a pas une interview, de vous sans qu'on vous parle de violence, mais je trouve ça plutôt intéressant de parler de ça avec vous. Est-ce que vous diriez que vous êtes fasciné par la violence? Je lisais une interview l'autre jour où vous disiez que vous n'aviez aucune complaisance à l'égard de la violence. Mais est-ce que vous êtes fasciné? Est-ce que c'est le mot? non, je pense qu'on se trompe. Il faut vraiment revenir, aux fondamentaux. On écrit toujours sur quelque chose qui vous pose un problème. Là où il y a pas de problème, Ouais, vous le dites il y a pas régulièrement. d'écriture. Ouais, ouais. Si vous voulez, on n'a jamais vu un film ou un roman parler d'une famille heureuse. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait un tourment, il faut qu'il y ait une faille. Donc, fatalement, vous, personnellement, quand vous vous mettez à votre création, vous parlez de quelque chose qui, justement, vous pose un problème qui est pas passé. Et moi, c'est la violence, c'est la mort, c'est la cruauté humaine. C'est quelque chose que je ne comprends pas, que je ne supporte pas. Et j'écris là-dessus, parce que vous écrivez. Votre écriture est votre exorcisme. Les gens se trompent. Ah, c'est ce Ils que j'allais pensent vous demander, qu'on ouais, on écrit ouais. parce qu'on aime quelque chose. Si vous aimez quelque chose, il n'y a pas besoin d'écrire Vous dessus. expurgez grâce à Vous l'écriture. expurgez, vous exorcisez et vous essayez de transformer ce qui vous fait peur et ce qui vous fait souffrir en objet esthétique qui devient alors justement un plaisir. Ça, c'est tout le paradoxe. Moi, par exemple, j'étais un petit enfant qui faisait beaucoup de cauchemars, qui vivait dans la peur. Dès que j'ai pu un peu décider de ce que j'aimais, de ce que je voulais voir, ça a été des films d'horreur. J'ai eu tout de suite cette fascination pour la peur et pour vouloir la transformer en objet esthétique, en quelque chose qui devient agréable. Et donc on se trompe. On pense que j'aime le son et tout ça, pas du tout. Et alors, l'autre chose, qu'il faut répéter et répéter, c'est que les gens pensent que je suis quelqu'un d'inquiétant dans la vie. Mais c'est tout le contraire, si vous voulez, ce qu'il y a d'inquiétant dans ma vie, c'est dans mes livres. Ce qui reste, c'est un personnage normal, souriant et sympa. Mes enfants, ils sont toujours étonnés de savoir que j'écris des horreurs. Dans la vie quotidienne, j'ai absolument aucun lien avec ça. Ah bah alors, en parlant de ça, j'aimerais vous faire écouter une chanson qui m'a marquée quand j'étais enfant et je pense que ça a du sens aussi pour vous. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Nuits et brouillard de Jean Ferrat. Moi, j'étais traumatisée par cette chanson. Et j'ai cru comprendre que vous, c'était le film d'Alain Resnais qui vous avait fortement marqué. Vous savez, je viens de terminer un nouveau livre qui se passe en 1939 à Berlin. Donc là, je me suis fait une année confinée, mais confinée chez les nazis. Oui. Je peux vous dire, Vous n'avez c'était pas du choisi le sport. plus facile. Hein. C'était Ouais. du sport. Eh bien, justement, j'ai revu Nuit et brouillard. C'est un film, mais je crois qu'on ne peut pas faire un film plus terrifiant. Parce que tout est vrai. Ce qu'on nous montre, c'est insoutenable, mais c'est pas l'exorciste, c'est pas John Carpenter. C'est C'est la vrai, réalité. Ouais. c'est terrible. Est-ce que vous trouvez la société de plus en plus violente? Pas du tout. Ça, c'est alors une vue de l'esprit, par exemple, on dit la société est de plus en plus violente. Mais les gens, il faut qu'ils se replongent dans la presse d'il y a des décennies, ou les guerres. On est dans une planète qui est particulièrement en paix en ce moment. Les Et gens ne on se rendent pas l'oublie à compte à chaque quel fois. point il y avait des Ouais. guerres dans les années 70, dans les années 60. Non, 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 ça, c'est pas vrai. Là. On le sait d'ailleurs, les vraies études montrent que la violence a énormément baissé à l'échelle de la Terre. Alors, On est dans une vraie évolution. C'est normal que à l'époque contemporaine, on trouve toujours quelque chose à redire, et surtout en France où l'homme est râleur quand oui. même. Hein. Mais c'est faux. Non, 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 je ne trouve pas du tout que là. En plus, il faut se méfier, si vous voulez. Peut-être que aussi il y a des informations qui passent maintenant. Par exemple, on Oui, parle des tueurs en série. bien sûr. On a l'impression qu'il y a une explosion de tueurs en série. C'est parce qu'on en parle. Il y a Oui. toujours eu des tueurs en série. Et que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui avec la multiplicité des Vous médias qu'on savez, a. je me souviens, il y a 25-30 ans, il y avait un lieu commun qui était de dire Ah bah, les tueurs en série, c'est américain. Il n'y a Ouais. pas de tueurs en série C'est en vrai, France. c'est vrai, vous avez raison. Peu à peu, Ouais. on a sorti de sous le tapis autant de tueurs en série en France et partout. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus en tant que journaliste et puis en tant qu'écrivain. Il y a des tueurs en série partout. C'est pas la spécialité d'un pays ou d'une culture, pas du tout. C'est un, comment dirais-je, un vice de l'homme qui est comme ça.
Tout à l'heure, vous parliez de l'esthétisation de la violence, qui est très frappante dans Les Rivières pourpres, la série en l'occurrence. Il y a une esthétisation effectivement de la violence, mais aussi des lieux qui deviennent des personnages à part entière dans la série. Alors je pense notamment aux maisons qui sont incroyables. Je ne sais pas qui trouve ces maisons, et si vous les avez toutes achetées, ça m'intéresse. Mais aussi à la nature qui est extrêmement présente. La forêt et la montagne sont des éléments récurrents dans votre œuvre. En fait, ce beau, ça permet aussi de mettre en exergue la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous jouez aussi sur ce contraste-là? Alors moi, dans mes romans, je prends grand soin des décors. Je veux que mes décors soutiennent toujours la scène et qu'il y ait une sorte de lien tout de même avec les choses qui se disent et là où ça se passe. Et je dois dire que dans Les Rivières, la série, ils ont fait un très, très bon travail. Vous voyez, je parlais de travail d'équipe, par exemple. Le travail de repérage est très bon, sur la série. Donc les réalisateurs, on leur propose des lieux vraiment qui les inspirent et qui sont porteurs pour, jouer telle ou telle scène. Donc ça, c'est très important. Et ce choix des décors, ça participe à ce que je vous disais tout à l'heure, cette esthétisation, si vous voulez, de la violence. Alors, là, il y a un débat. Est-ce qu'il faut esthétiser la violence? Est-ce qu'il faut en faire un objet de beauté ou s'en tenir à un objet de répulsion? Bon, Mmh. moi, évidemment, ma paroisse, C'est c'est la d'en beauté. faire un objet d'esthétisation. C'est une façon, je trouve, d'exorciser ses peurs et d'exorciser la violence. Après, il y a tout de suite le débat annexe, connexe ou adjacent, qui est de dire, est-ce que montrer de la violence à la télé ou au cinéma, ça Ça donne des ça idées? joue le rôle de catharsis ou Ouais. au contraire honnêtement, franchement, je pense que c'est totalement indifférent. Il y a pas plus de tueurs en série depuis Voilà, que le ceux qui cinéma et ont la envie de télévision tuer, ils sont apparus, tuent, hein, voilà, on vous est d'accord. voyez? Alors, on parlait d'esthétisation. Alors, qui dit esthétisation dit travail de l'image. Vous dites souvent que vous imaginez visuellement vos récits, hein. C'est très prégnant chez vous. Mais j'aimerais vous soumettre un petit exercice, justement, pour Aïe, jouer avec vos oui, autres sens. Non, mais vous allez voir. Je trouve ça toujours assez intéressant de le faire avec des gens qui ont un sens dominant. En l'occurrence, pour vous, c'est la vue. Mais si les rivières pourpres étaient un son, ce serait lequel, d'après vous? comment dirais-je? Je penserais plutôt à un morceau de musique Ouais. qui serait, vous savez, les Tubular Bells de Michael Field, c'est-à-dire la musique de l'exorcisme, qui elle-même a inspiré la musique qui était très réussie du premier film de Bruno Coulet. C'est ça qui vous vient à l'esprit quand on vous demande un Oui, son sur les parce séries? que ce qui était révolutionnaire à l'époque de l'exorcisme, c'était d'avoir choisi une musique qui était belle, mais belle, Eh oui. c'est-à-dire, Tubular Bells, c'est un très beau morceau et qui était dans les aigus, alors qu'on a toujours tendance à penser que c'est les grosses graves, les grosses basses qui vont faire peur et c'était révolutionnaire et ça a donné alors une série de musiques dans les films de Dario Argento ou dans les films de John Carpenter, où justement ces musiques cristallines, engendrent l'angoisse, mais en étant belles. Donc ça serait ça. Et alors si c'était une odeur, les rivières pourpres? Oh, une odeur, je dirais, l'encens dans les églises. C'est une odeur qui me plaît beaucoup parce que, c'est une odeur très sèche, religieuse et qui a quelque chose de dans l'encens, il y a la cendre, il y a le feu, il y a quelque chose qui a été détruit. Donc ça m'a toujours beaucoup frappé dans les églises, l'odeur de l'encens. Plus compliqué, un goût? Voilà, je sèche. Le goût, je sèche parce que, déjà, je suis pas tellement un type de goût, Ouais, c'est-à-dire que je suis pas un gastronome ouais. et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes livres, Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas? ils mangent pas, ils ne boivent pas. Ah, c'est J'ai marrant, c'est au moment où vous me le dites, oui, que je m'en aperçois. Pour moi, si vous voulez une enquête policière, une vraie enquête policière, c'est-à-dire, c'est l'expression de ma grand-mère, on en perd le boire et le manger. C'est-à-dire, elle vous capte tellement que le temps de l'enquête, mes personnages, ils pensent pas à manger, Ouais. tout ça. Bon alors, le niémence de Marshall a rajouté ça, c'est qu'il est plutôt bon vivant Oui, mais et alors c'est pas il se met à oui, table. mais c'est Bon, pas frappant, c'est pas non. il fait pas des ripailles, toutes les 2 secondes. Alors là, encore plus compliqué, est-ce que vous avez, un toucher, c'est-à-dire une matière qui vous vient à l'esprit quand vous pensez aux rivières pourpres? Écoutez, du point de vue du toucher, les rivières pourpres, qui sont toujours des histoires quand même de cadavres retrouvés à la campagne, dans des milieux naturels, hein. On n'est pas du tout dans Ouais. l'urbanité. Vous parliez de l'Empire des loups, là, on retrouve des cadavres cachés dans des égouts et dans des coins sombres de ruelles. C'est pas du tout ça. Je penserais plutôt au contact, à la mousse, le lichen, les herbes, les roches que vous pouvez trouver, comme au début de mon roman Les Rivières pauvres, c'est-à-dire un cadavre caché dans une paroi comme ça de pierre.
après, il y a la glace. Enfin, vous voyez des contacts très durs de la nature qui opposent justement une espèce d'indifférence froide comme ça, mais qui recrache des corps organiques. Et bien alors justement, en termes d'atmosphère froide, Jean-Christophe Granger, dans vos références en matière de séries, que vous consommez beaucoup, si j'ai bien compris, Alors, malheureusement, vous me prenez à la retraite, j'en en consomme oui, plus. mais alors attendez, écoutez celle-ci, vous allez me dire si vous la reconnaissez. Oh, arrête un peu, Sean. On s'en fout de la vie d'un acteur raté qui s'est reconverti en critique. Tu veux te sentir mieux? Achète un autre journal qui ne tarit pas d'éloges sur toi et relis-le une bonne dizaine de fois. Quand une femme super bandante me résiste ou refuse de se donner à moi, je me venge en sautant 10 autres pétasses. Aucune femme ne t'a jamais dit que ta tête ressemblait à un sac poubelle. Exact. Allez, haut les cœurs. T'es un gars sexy, t'inquiète. Tu sais quoi? Je m'occupe de la patiente. Toi, tu vas te taper une glace ou une barbe à papa. Ça te remontera le moral. Nip Tuck, il paraît que vous adorez la série Nip Tuck. À Nip Tuck, c'était une série extraordinaire. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est Scalpel encore? Parce que ça se passe dans une clinique Non, ce qui me de plaisait, chirurgie si vous voulez, esthétique. c'était le thème de la chirurgie esthétique propulsait la série dans les problèmes les plus aigus de notre société actuelle. C'est-à-dire que et le moyen que les personnages trouvaient pour régler leurs problèmes, c'est-à-dire la chirurgie esthétique et leurs problèmes eux-mêmes, étaient vraiment, comment dirais-je, des problèmes très très contemporains, fous, qui étaient liés au délire de nos sociétés. Et quand vous ajoutez à ça le destin de ces deux personnages qui évoluent, à qui il arrive plein de trucs et tout ça, j'avais vraiment l'impression de lire enfin de lire, donc de regarder, mais c'était la même impression que des grands romans russes, où vous avez une épopée, si vous voulez, qui vous décrit toute une époque. Et pour moi, vraiment, Nip Tuck, c'était du Tolstoï ou du Dostoïevski, mais sur Miami. Donc, ce qui est génial, je veux dire, c'est ce que permettent les séries. Je l'ai beaucoup dit, mais alors maintenant, j'ai Et vous êtes lâché les retraité séries. des séries, mais qu'est-ce qui s'est passé? Trop? Eh bien, il s'est passé qu'il y en a trop Ouais, et vous savez pas quoi regarder. et que, bah, évidemment, c'est normal, il y en a tellement qu'elles peuvent pas toutes être bonnes. Donc si vous voulez, bah, vous êtes déçu une fois, 2 fois, 3 fois, ça vous a pompé énormément de temps, vous arrêtez. Vos Moi, enfants, je regarde des vous vieux donnent pas films. vous donnent pas des conseils, vos enfants? Ils sont pas consommateurs de séries? Non, mais parce que vous savez, maintenant, les séries sont devenues tellement pointues, tellement, orientées sur telle ou telle cible que, par exemple, ma fille de 13 ans qui regarde des séries, bon, c'est vraiment une série pour une Pour petite fille ados? Mhm. de 13 ans, qui vit à Paris, quoi, hein, quoique, je dis ça, c'est faux parce qu'elle regarde la Gossip Girl que moi j'avais regardée, que j'avais trouvé très bien. Mais Si je vous trouve avez aimé Gossip Girl, on va vous faire une liste, une playlist rien que pour vous, alors oui, Jean-Christophe ça Granger. avec Oui, plaisir parce que je trouve qu'il y a trop de séries maintenant et que finalement cette offre, comme dit mon fils, desservi, trop ouais. de séries tue la série, Ouais, ouais, quoi. ouais. Vous savez, les séries, il y a 20 ans, ça venait d'HBO, c'était des choses Ouais. assez pointues. Plus ça a été, plus c'est devenu grand public et puis maintenant vous avez des séries, bon alors universelles certes, mais dans lesquelles moi je peux plus du tout me retrouver. Même les grands succès actuels, ça me passe complètement au-dessus des oreilles, hein. À quoi ressemble votre emploi du temps actuellement? Vous venez de sortir un roman, mais là vous travaillez déjà sur. Alors, c'est ça le problème avec moi, c'est que mon emploi du temps ne change jamais. Vous vous levez toujours entre 2 heures et 3 heures du matin, Oui, vous écrivez. dès que j'en ai fini un, j'en attaque un autre. Il y a pas, d'espace où mon emploi du temps sera un petit peu différent, non. Et alors, Mais c'est presque névrotique, hein, vous savez, je pourrais pas rester une journée sans écrire, hein. voilà, ou c'est vital peut-être. C'est-à-dire, c'est un rapport au temps et à la mort qui fait que chaque jour vous écrivez et vous avez l'impression de gagner des points contre la mort quand même, bon, écrire qui que vous soyez, ça reste quand même. Donc, vous avez cette façon de vivre qui vous fait vous sentir, dès que vous écrivez pas, inutile, vain et alors là, pour le coup, petite poussière. Et quand vous vous réveillez là cette semaine, c'est pour écrire un roman ou c'est pour écrire un nouveau Alors, scénario? non, ni l'un ni l'autre. Là, pour la première fois de ma vie, j'écris un livre document sur la nuit à Tokyo. Vous voyez, j'ai déjà oublié alors que vous me l'avez dit il y a quelques Oui, secondes. mais Pour vous dire que j'ai pas du tout la même mémoire que vous comprenez? c'est un livre particulier parce que c'est un livre album avec des photos. J'ai Que vous rencontré un avez fait. Ah, vous avez photographe, rencontré un non, non, j'ai photographe? rencontré un D'accord. photographe à Tokyo, mais français, dont j'ai beaucoup aimé les photos
qui photographiait justement la nuit à Tokyo et donc toutes ces activités bizarres qu'on peut voir à Tokyo la nuit. Et on s'est dit que ça valait le coup de faire un livre parce que c'est une réalité dantesque. C'est un autre monde. Un autre Qu'on monde. va Ça valait découvrir vraiment grâce à le vous. coup de Ouais. le montrer en photo et de le raconter par des mots. Eh bien, on Et a c'est hâte très de agréable découvrir. parce que c'est quand même beaucoup moins difficile que de créer des personnages, créer une histoire et tout ça. Ça sera pour quand? Vous savez déjà? Oui, ça va sortir en octobre-novembre, là. Ça va être D'accord. dans les livres pour Noël. Enfin, vu les photos, je vois mal une épouse acheter ça à son mari. Pour qu'il y ait des photos de bonding, etc. Que ça. D'accord, voilà. Et comme ça, tout le monde est au C'est le courant. thème principal. Donc, si vous voulez, ou même des enfants, tiens, papa, on t'a acheté un ouvrage là pour Noël. Mais pourquoi pas? Il Non, faudrait. mais pourquoi pas? C'est ce que je dis dans mon livre. On est d'accord. On est resté, mais tellement coincé. Vous pouvez pas savoir. Enfin, si, je pense que vous le savez. Mais à quel point on vit dans des sociétés qui se croient émancipées, affranchies. Et à quel point oui. on est mais coincé, mais comme au 19e siècle, dans un temple protestant. Alors, décoinçons-nous et achetons le prochain livre de Jean-Christophe Granger. Oui, sur le voilà, bonding. libérez-vous. Voilà, libérez-vous. Est-ce qu'une saison 4 des Rivières pourpres est déjà en Oui, c'est question? en route. Écoutez, moi j'en ai écrit un. Là, j'ai écrit une soirée. Après mon livre sur Tokyo, j'ai écrit ma soirée de la 4e saison, sous réserve évidemment que tout se passe bien en audience. Vous savez qu'on est tous, comment dirais-je, tenus par un petit fil. Il faut dire quand même que les 2 premières saisons Oui, ont en eu cartonné, donc, des audiences Il n'y a pas formidables, de raison quasiment que 5 millions à chaque oui, fois. Oui, il n'y a pas de raison Il n'y a que pas ça de raison chute. que ça chute. On Non. est bien d'accord. Merci infiniment Jean-Christophe Granger pour lire tous vos romans en direction les librairies, si essentiels à nos vies. Et pour la série Les Rivières pourpres, c'est sur France 2 que ça se passe et sur France.tv. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Série-Land vous attendent. Dans le premier, nous évoquerons les séries venues d'Espagne. Nous essaierons de comprendre pourquoi elles nous séduisent à ce point. Le second épisode sera un grand entretien avec Marie Roussin, talentueuse scénariste qui a notamment écrit une partie d'un village français, a travaillé à l'adaptation des Bracelets Rouges et qui développe sa propre série. Elle viendra nous expliquer pourquoi les scénaristes français sont en colère aujourd'hui. Série-Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journoux. J'espère que cet épisode vous a plu. On vous attend dès la semaine prochaine. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Ça nous rend heureux. Attention, dans Série-Land, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.